Salut toi, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. Et si t'es un représentant de Webedia, tu peux me contacter au 06 Ouais, alors 37. excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste arrêter un peu de faire la pute et lancer la vidéo, s'il te plaît? C'est gênant là. Lorsque George Miller décide de réaliser son premier film, il le fait avec 350 000 $ en poche. 350 000 $, c'est le prix de 2 émissions de Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. J'ai de l'oseille, fils de pute! Dans son premier film, George Miller veut parler d'un futur dystopique à la violence exacerbée où tout est chaos. Manque de budget oblige, le casting est constitué d'inconnus. Par exemple, le premier rôle va aller à un jeune gamin de 23 ans dont c'est vraiment la vraie première expérience de cinéma. Ce gamin, c'est Mel Gibson. Il n'y aura aucune construction de décor, il y aura des figurants qui vont être sous-payés. Bon, en soi, le tournage va être aussi chaotique que l'univers dans lequel il se déroule, mais ça se voit à aucun moment. Parce que Mad Max, il est techniquement irréprochable, qu'il est bourré d'idées, que son univers est d'un nihilisme et d'une violence ultra novatrice. On le compare souvent à une sorte de prolongement un peu western futuriste de Orange Mécanique, et c'est une comparaison qui se tient complètement. Ce qui marque directement dans Mad Max, c'est vraiment la science du découpage, c'est la science du montage, c'est la science de la mise en scène. Vraiment, il y a une maîtrise technique assez hallucinante, surtout pour un premier film, et forcément, au box-office, ça va payer. Oui, parce que Mad Max sera un gigantesque carton, il va rapporter plus de 100 millions de $, et surtout, il va mettre un énorme coup de projecteur sur le cinéma australien qui doit énormément de choses à George Miller, même encore aujourd'hui, mais ça, on va y revenir. D'autant plus que récemment, Mad Max est revenu dans ce qui est peut-être l'un des plus grands films d'action de la décennie passée, donc Mad Max Fury Road, que vous connaissez tous et qui a été une gigantesque clacasse dans la gueule de à peu près tout le monde. Sauf de Durandal qui a préféré Mad Max 3. J'aime pas les deux premiers films. J'aime Au-delà de Thunderdome. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a un scénario. Évidemment, vous le savez, la culture populaire s'est très vite emparée du personnage, d'autant que ses suites ont conforté son statut de film culte, puisque Mad Max 2, il développe encore plus la mythologie Mad Max. Vous savez, cette mythologie à laquelle on pense directement en fait quand on pense à Mad Max, parce que le premier, finalement, était quand même un peu plus sage. En tout cas, gardez-moi cette imagerie de guerre nucléaire, de grands déserts, de gangs punk qui se font la guerre pour l'essence. Ça, c'est Mad Max 2 qui l'a vraiment introduit. C'est ce qui fera son grand succès public et critique. Et c'est ce qui achèvera de faire de Mad Max une série référence, une série culte, copiée un nombre incalculable de fois à l'époque, et même encore aujourd'hui. C'est les mêmes, en moins bien. Ok, alors si je vous dis que je vais vous parler d'un film qui se passe après l'explosion d'une bombe nucléaire, qui adapte les derniers jours de Jésus et l'Ancien Testament, et en fait c'est Alain Bashung qui joue Jésus qui est devenu le leader d'un groupe de punk rock. Qu'est-ce que vous me diriez? Ouais, t'es encore défoncé quoi. Alors oui, ça clairement, je vais pas te mentir, mais ça change rien en fait que ce film existe. Le cimetière des voitures est clairement le film le plus improbable de cette liste. En fait, c'est un téléfilm qui a été réalisé en 1983, à l'époque où les téléfilms ne ressemblaient pas tous forcément à des comédies avec cadmérade sur des adolescentes de 16 ans qui veulent se faire avorter. Et c'est réalisé par Fernando Arrabal, qui est un ami de Jodorowsky, vous allez voir, ça va se voir assez vite. Et du coup, ce mec, c'est avant tout un auteur et un scénographe, et ici, il va adapter sa propre pièce, et waouh, vous allez voir, c'est vraiment bizarre. En fait, tout le film s'organise autour de la figure d'Emmanou, qui symbolise donc Jésus, qui donne un concert clandestin et interdit dans un futur dystopique, et du coup, Bashung, donc Emmanou, se voit trahi par un des siens, donc Judas, et les flics viennent l'arrêter.
Et si de manière purement cinématographique, il y a des très belles choses, on va d'abord s'attarder un peu sur ce concept, parce que je pense que vous avez compris, c'est pas non plus le concept le plus classique du monde, donc on va s'y attarder. Et dans un sens, il reprend un peu celui de Mad Max quand même. Par cette hystérie, par la folie des punks qui passent leur temps à se pervertir, c'est un film très très décadent. On retrouve aussi cette photographie très réaliste, avec ce traitement très concret, très réel, des décors post-apocalyptiques, qui sont constitués généralement de carcasses de voitures, de tôles froissées, etc. Donc ça, c'est facile à mettre en lien avec Mad Max. J'en ai marre de ces singeries de prophètes. Ma parole, il se prend pour Dieu. Alors c'est un film d'1h30 qu'on pourrait classer dans l'expérimental, hein, très clairement. Il y a des séquences qui suivent sans vraiment d'avoir de lien apparent entre elles. Il y a des acteurs qui déclament leurs textes comme le déclameraient des comédiens de théâtre. Et mon Dieu, mais il y a des séquences tellement kitsch. Notamment des séquences où Bashung accomplit les miracles du Christ. Ou alors d'autres séquences où il résiste à la tentation du diable. Et vraiment, mais c'est des séquences collector. Tu as jeûné 40 jours et 40 nuits, mais t'es l'idole. Alors, ordonne que ces pierres se changent en pain. Après, il y a des belles trouvailles, hein. Moi j'aime beaucoup cette direction artistique, les décors comme je disais, mais aussi les costumes, le rendu de l'univers post-apocalyptique en général. En fait, ça va vraiment toujours à fond, sans avoir peur du kitsch, et moi j'aime beaucoup ce jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme qu'on retrouve même dans les dialogues qui semblent avoir été écrits par un adolescent de 16 ans énervé contre tout le monde. Le reste du groupe commence à fouetter et on a l'impression que les flics se rapprochent. Alors au début, les petits pétards, ça suffisait à calmer. Mais c'est vraiment les glandes. Moi, je trouve qu'on devrait se casser avant le concert. T'entends? Par le surjeu des acteurs ou par ce concert final qui a un gigantesque craquage au montage. Non, vraiment, c'est un film extrêmement particulier qui évidemment ne plaira pas à tout le monde, mais je trouve ça bien de savoir que, voilà, ce genre de film existe. Deuxième film, et pour la première fois dans cette émission, on va parler d'un film plutôt récent, plutôt même assez connu, mais que j'aime d'un amour fou et j'avais vraiment envie d'en parler. Un film mis en scène par un jeune réalisateur australien, donc David Michôd, qui s'est fait connaître du grand public par l'excellent Animal Kingdom, que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Et ce mec décide de réaliser un film post-apocalyptique qui s'appelle The Rover, et qui est porté par Guy Pearce et Robert Pattinson. Et vraiment, les gars, on est sur une dinguerie. Dès l'introduction, en fait, on est plongé dans un univers hyper étouffant. Et à partir de là, tu vas voir le début d'un road trip apocalyptique, mais complètement nihiliste, dans laquelle on va juste suivre deux acteurs géniaux qui cohabitent. Alors l'histoire elle est assez simple, en fait c'est Guy Pearce qui recherche sa voiture qui a été volée par 3 bandits dans un monde post-apo. I want my car back. You don't give it to me now, I'm gonna get back in that truck and I'm gonna stay on you till you do. What makes you think I won't kill you right here? Huh? Nothing makes me think that. I mean, come on, just one little fuck. C'est simple, c'est sans fioriture, il n'y a pas de plein de chemins détournés narrativement, etc. C'est vraiment, ça va à l'essentiel, et c'est ce qu'il faut, parce qu'on est dans un monde violent, on est dans un monde sans nuance. Toute déviation narrative serait presque dangereux pour le récit, en fait. Ça pourrait casser toute la brutalité, tout le côté vraiment sec du film. Concrètement, le personnage de Guy Pearce, c'est un personnage de western spaghetti, hein. C'est un fantôme qui ne ressent plus rien, si ce n'est la haine et un désir de vengeance. Et le contrepoint que lui offre Robert Pattinson, avec cette forme de jeu mais quasi autistique, ça va donner un duo ultra crédible et surtout extrêmement bien caractérisé. That it? How's that? I see him again, just be sure. No. That's easy.
Only 3 of them. Parce qu'à côté du personnage de Guy Pearce, Mad Max, mais il est ultra sympa, hein. Guy Pearce, c'est un mec ultra violent, c'est un mec ultra glauque, qui souille toute notion d'humanité en fait. C'est vraiment un personnage très extrême et pourtant, croyez-moi qu'avec lui, vous allez vraiment ressentir énormément de choses. Et c'est aussi ce que j'aime avec The Rover, c'est qu'on est sur un film très épuré, avec des intentions à chaque plan, et qui ne brosse pas le spectateur dans le sens du poil en fait, qui ne donne pas au spectateur forcément ce qu'il est venu voir. Trying to stop thinking about the little girl who died, and I can't. You shouldn't. I can't. Il n'y aura pas forcément d'action frénétique, bon. Il y aura évidemment des poussées de violence, mais qui sont juste nécessaires, car absolument justifiées dans le contexte. Parce qu'ici, l'Australie est un pays en ruine où chaque plaine, chaque endroit est hyper dangereux, mais si tu peux éviter la violence et économiser des balles, tu le feras. C'est pertinent, c'est cohérent, c'est normal. Et Michaud, il préfère mettre en place une atmosphère hypnotisante avec son sens du cadre, de la mise en scène qui est vraiment incroyable et qui va nous prendre à la gorge de la première seconde pour vraiment ne plus nous laisser respirer. The Rover, c'est un film étouffant. Franchement, une telle maîtrise dans un deuxième long métrage, c'est assez hallucinant. Et The Rover, c'est potentiellement un des films qui m'a le plus marqué de la décennie. Il y a vraiment des séquences hors du temps, des séquences hypnotisantes, puis d'un coup des séquences ultra sèches, avec un découpage qui devient d'un coup beaucoup plus frénétique. Il y a une maîtrise technique absolue de la part de David Michôd. Et si on est quand même clairement un peu moins dans l'anarchie que Mad Max, on est vraiment sur un film qui n'aurait pas pu exister sans George Miller. C'est une influence qui est revendiquée par le réal. Et non, vraiment, The Rover, très très grand film. Si vous êtes passé à côté, voyez-le, c'est génial. Tell me what's going on. Vous savez, au début des années 80, il y a eu énormément de nanars, notamment du côté de l'Italie, qui ont tenté de surfer sur la vanne Mad Max. Bon, généralement, ils se prennent trop au sérieux pour être vraiment drôles, et ils sont trop nuls pour être vraiment divertissants. Mais alors, comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Écoutez, en fait, je me suis mangé un nombre astronomique de films de merde, des films qui se ressemblaient tous, pour pouvoir essayer de vous trouver la petite perle rare qui sortirait du lot au milieu de toute cette merde. Et l'heureux élu, pour le troisième film, c'est Le Camion de la Mort. Alors, Battle Truck, il se déroule dans un futur post-apocalyptique où le pétrole est la ressource la plus recherchée et où un grand méchant fait régner la terreur avec un gigantesque camion. Bon, voilà, concrètement, c'est Mad Max 2, mais le film sort du lot parce qu'il a complètement conscience de ce qu'il est et surtout de ce qu'il a à offrir. Concrètement, dans Battle Truck, on a assez peu de dialogue, des grosses caisses, des beaux paysages et pas mal d'action. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus? Peut-être pas forcément. Et surtout, en fait, je pense que le réalisateur a eu l'intelligence d'accorder un soin tout particulier à des choses primordiales dans ce genre de film, notamment le rythme. En fait, le film sait ce qu'il a à offrir, c'est-à-dire pas mal d'action et des grosses caisses qui suivent dans un désert. Et le fait d'avoir conscience de ça et vraiment de jouer presque avec ça, fait que Battle Truck est un film beaucoup plus regardable que tous les nanars italiens dont j'ai parlé avant. Et il y a une vraie volonté de nous immerger en quelques secondes dans l'univers du film de manière assez épurée et efficace. Et du coup, ça marche et nous, on va accepter facilement ce que le film a à offrir. Et en plus de ça, alors c'est une vraie qualité pour moi, c'est le design du camion qui est vraiment une énorme machine monstrueuse, ultra impressionnante, ultra imposante. Vraiment, le grand méchant du film, c'est ça. Je trouve son design vraiment réussi, sachant que le film a quand même un budget très restreint. En fait, c'était important d'avoir une menace très identifiée et très identifiable. Et pour moi, ce camion, c'est la grande réussite du film aussi. Where'd you boys get all this stuff? Oh, we just... Driving along, we saw these drums on the side of the road. Someone must have left them there, we just... On va pas se mentir, c'est un film qui invente rien, mais rien du tout. Mais par le look des costumes, par l'univers, par les paysages néo-zélandais, par l'honnêteté de la proposition,
ben ça peut être un bon moyen de prolonger l'expérience de Mad Max pour les fans. Parmi les films que j'aurais pu évoquer dans cette série, bon déjà, si j'avais triché, j'aurais pu parler de Death Race, qui est un film avec Stallone, qui aurait pu inspirer Mad Max, en tout cas dans la manière de filmer les courses-poursuites, dans le rapport aux caisses, etc. Il y a un vrai truc. J'aurais pu vous parler de Transmutation, qui est un film incroyable, où en fait les hommes ont perdu toute fertilité, et du coup, l'un des derniers hommes fertiles a pour mission littéralement d'enfanter toutes les femmes de la Terre. Et c'est super bizarre, il y a des hommes grenouilles, c'est ultra kitsch, il y a des séquences qui n'ont aucun sens. C'est drôle à voir, vraiment c'est drôle à voir. Si vous avez du temps à perdre, regardez Transmutation. Pour le prochain film référent, comme d'habitude, je vais vous laisser choisir, cette fois entre Jurassic Park ou L'Exorciste. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. Moi, je vous dis salut à tous, merci d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. On se voit très bientôt. Ciao!